Aujourd'hui, quand on parle de Spider-Man, on retient surtout le dernier, celui du MCU, probablement le plus populaire de nos jours. Évidemment, j'ai Spider-Man Homecoming, et non, j'ai pas acheté Far From Home parce que... comment vous dire que je trouve que ce Spider-Man est un petit peu surestimé. Je trouve même que ces films, ce sont probablement les plus nuls de Spider-Man. Mais bon, je respecte ceux qui aiment, hein, c'est que mon avis personnel. Mais cependant, il n'y a pas que Spider-Man qui a eu ses adaptations. On a aussi eu le... Comment je pourrais dire? L'horrible. Il n'y a pas d'autre mot. L'horrible. Bah oui, Venom. Hein. Et ceux qui me disent que ce Venom est une meilleure représentation de Venom... On en reparlera en parlant de Spider-Man 3, parce que ça mérite vraiment qu'on en parle. Et sinon, on a juste le meilleur film Spider-Man pour beaucoup de personnes et à juste titre. New Generation. Et oui, moi personnellement, c'est mon Spider-Man préféré des années 2010. C'est tellement dommage qu'il ait fait un score aussi faible au box-office. Surtout comparé à Far From Home, putain, mais quel scandale. Enfin bref. Ne nous égarons pas, hein, parlons concrètement, parlons bien. Avant ce Spider-Man du MCU, on avait un autre Spider-Man. Un Spider-Man qui malheureusement s'est arrêté en cours de route parce qu'on a eu que 2 films. Mais c'est comme ça qu'on a eu Amazing 1 et Amazing 2. Merde, attendez, je me trompe d'édition. Voilà, Amazing 1 et Amazing 2. Ouais, c'est un coffret digibook très joli que j'aime bien. Puis bon, moi j'aime bien Andrew Garfield, je vois pas pourquoi on le critique autant. Et puis au moins, ce Spider-Man là, il peut se vanter d'avoir la meilleure VF pour Spider-Man. Oui, je suis totalement sérieux. Même sans ça, les films sont sympathiques. Je veux dire, ouais, le lézard, il me déçoit. Mais Electro, il est pas mal, il est bien développé. Et puis bon, Emma Stone en Gwen Stacy, c'est juste génial. Parce qu'il y en a plein qui se seraient plaints, c'est pas Mary Jane. Faut bien changer la fille, hein. Mais avant eux, il y avait une autre adaptation. Une adaptation très connue de la part des fans de Spider-Man. Et c'est de celle-là dont on va parler aujourd'hui. Spider-Man réalisé par Sam Raimi, un film de super-héros sorti en 2002, fait par un réalisateur de films d'horreur. Parce que oui, il était surtout connu pour ses 3 films Evil Dead, dont je vais pas parler ici, mais j'aime beaucoup la trilogie. Même le 3e. Là, on va parler du premier Spider-Man, donc évidemment... Et non, je revendrai jamais ce collector DVD malgré le Blu-ray, parce que... Il est juste trop beau, je peux pas. Je veux dire, Spider-Man déjà fait partie des films que j'adore, alors je suis obligé. Mais évidemment, mon esprit critique me dit à chaque fois d'essayer d'être objectif, de dire ce qui va et ce qui ne va pas dans un film. Dans le cas ici présent, de Spider-Man. Il y a des films qui nous tiennent à cœur et c'est parfois difficile de dire du mal. Mais bon, je vous rassure, j'ai trouvé des défauts, c'est pas parfait. De quoi ça parle ? Peter Parker est un jeune lycéen qui se fait mordre par une araignée génétiquement modifiée pendant une sortie scolaire. Suite à ça, il développe des pouvoirs et décide de s'en servir afin de devenir un symbole pour New York, un héros capable d'aider les autres. Cependant, ce n'est pas le seul être extraordinaire qu'il y a dans la ville, il y a aussi le bouffon vert qui est déterminé à détruire tout ce qu'il y a et à servir les gens pour qu'on lui obéisse. En gros, c'est l'histoire. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce Spider-Man ? Eh bien, c'est une très bonne adaptation de Spider-Man, ou du moins, pour moi, c'est un des meilleurs films Spider-Man. J'aime beaucoup ce film, je l'adore même, je pourrais le revoir je ne sais pas combien de fois à la suite. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le revoir au cinéma luxe, la trilogie repassée avec Spider-Verse en 35 mm. C'était vraiment très cool, j'ai adoré. Là, je l'ai revu en DVD Blu-ray, bien sûr, pour la critique, mais honnêtement, c'était génial. Mais le film n'a pas que des qualités, il a aussi des défauts. Par exemple, il y a des faux raccords, mais ça, je ne peux pas le reprocher parce que Michel et Michel ont déjà fait une émission dessus, que je vous invite à regarder, c'est très drôle. Par contre, il y a des incohérences. Par exemple, au moment où Harry retrouve son père qui est par terre, il est en train de dormir par terre, lorsqu'il dit, si je dis pas de bêtises, lorsqu'il dit la phrase « tu as passé la nuit ici » et que vous regardez ses lèvres à ce moment-là, même si on le voit de dos, vous remarquerez qu'il ne bouge pas les lèvres. Voilà, ça c'est une petite incohérence. C'est pas un drame, mais c'est une petite incohérence. Sinon, un autre reproche que je ferais au film, et même moi je suis obligé de l'admettre, ça a mal vieilli. Mais ça c'est le problème aussi, c'est que les effets spéciaux ça évolue tellement aujourd'hui au point de s'améliorer encore, qu'au final, les effets spéciaux d'avant sont moins convaincants. D'ailleurs je pense que j'aurais le même problème avec X-Men de Bryan Singer, le premier. Mais en tout cas oui, il y a certains effets spéciaux de ce film, ça se voit que c'est un peu vieillot. Pas trop, mais tu sens que c'est un peu vieillot et ça marche pas totalement. Mais en même temps, le film a quand même son charme. Et puis pour l'époque, des effets spéciaux comme ça, c'était juste superbe. Et le dernier reproche que je ferai au film, et là je suis obligé aussi de l'admettre,
le moment où Peter s'entraîne la première fois avec sa toile et toutes ses capacités. J'ai rien contre le fait qu'il s'entraîne en ville, hein, c'est pas un problème. Le problème en fait c'est qu'il se met à crier et que vous allez nous faire croire que personne ne l'entend ou personne ne le voit. Je suis désolé mais c'est un peu gros là. Je veux dire le pire c'est que pendant qu'il se balance, là genre t'as les habitants, lui il est là et il se balance comme ça. Donc logiquement, plus il avance en criant, en faisant son truc, plus les gens devraient l'entendre. Sauf qu'on voit personne tourner sa tête vers le haut en mode tiens j'ai entendu quelque chose ou même se dire ah il y a un drôle de bruit dans l'air. Non. Bon certains vont me dire que le film ne devrait pas être réaliste et c'est vrai, mais juste sur cette situation, c'est un peu spécial. Et c'est tout. Je peux rien reprocher d'autre au film. Par contre je vais commencer par défendre le film sur certains points. Déjà, juste un truc personnel, d'habitude je me plains qu'un film est trop surcuté dans la mise en scène. Là, j'avoue qu'il y a beaucoup de cuts. Mais contrairement à Avengers Infinity War avec les frères Russo, je trouve que là, les cuts sont linéaires. Alors oui, bien sûr, Sam Raimi fait pas mal de cuts à certains moments, mais il nous laisse quand même le temps de savourer certaines scènes, certains plans, et même sans ça, lui, sa mise en scène, bah, elle reste cohérente. T'arrives quand même à suivre malgré cette mise en scène. Là où Infinity War, vous voyez, j'avais un peu de mal à suivre totalement le combat. Il était pas nul, hein, non, le combat contre Thanos était génial. Mais j'avais quand même du mal à suivre à cause du montage et de la mise en scène. Alors que là, par contre, aucun problème. Je défendrai aussi encore 2 points sur le film. Déjà, le choix de Tobey Maguire dans le casting. Alors en fait, j'ai vu beaucoup de gens lui reprocher que déjà il n'avait pas l'âge pour jouer Spider-Man et qu'il pleurait beaucoup trop dans les 3 films. Mais là, je me concentre que sur le premier film, hein. Je ne parle pas des 3 films encore. Dans le choix du « il arrête pas de pleurer », ça, je peux comprendre qu'il pleure autant. Je veux dire, mettez-vous à sa place. Il a perdu son oncle qui était comme un père pour lui. Il pense à lui après sa remise de diplôme dont il aurait été très fier. C'est un peu normal qu'il pleure autant. Je veux dire, même vous, vous pleuriez peut-être autant en vous mettant à sa place. Et au final, il pleure que 2 fois dans le film, je crois. Vous savez, les hommes, c'est pas forcément des mecs en mode « Ouais, je suis un gros bras, je pleure jamais, même si je suis un héros ». Vous savez, les gens, ils ont tous des sentiments, ils ont tous envie de pleurer un moment parce qu'ils perdent un être cher, parce qu'ils sont touchés par une scène ou quoi que ce soit. Et dans le cas de Peter, ce qu'il a subi, je comprends totalement qu'il pleure. Franchement, je comprends pas ce reproche. Faut essayer de comprendre en fait le personnage en se mettant à sa place. Faut pas dire de suite, moi je ferais pas ça si j'étais à sa place. Bah normal, tu te mets pas à sa place. Tu vivrais la même chose, peut-être que là, oui. Et là, tu comprendrais peut-être un peu plus Peter. Enfin, je le défendais comme ça. Et sinon, le fait qu'il soit trop vieux pour le rôle. Je veux pas faire ma mauvaise foi, mais vous vous êtes pas plaint de Daniel Radcliffe qui avait genre 20 ans quand il a fait Le Prince de Sang Mêlé. Et lui, d'accord, il a peut-être joué dans les 5 premiers, mais si vous reprochez ça à Tobey Maguire qui fait Spider-Man, bah vous devez reprocher ça à Daniel Radcliffe à partir du 6e film. Parce qu'il a 20 ans quand il fait le 6e. Et pourtant, non, on y croyait, c'était un adolescent de 16 ans. Et bah là, dans le cas de Peter, j'y crois, Tobey Maguire a vraiment la figure d'adolescent qui me convient. Je vois pas pourquoi faudrait forcément avoir l'âge idéal en vrai pour faire le personnage. C'est complètement débile, je veux dire, tu peux être un adulte de genre 25 ans et tu peux faire passer au cinéma que t'es un gosse de 18 ans. C'est pas difficile. Et là, dans le cas de Tobey, ça passe très bien. Franchement, j'ai jamais compris ça. Après, oui, c'est surtout dû au fait que Tom Holland, il a le bon âge pour jouer Spider-Man. Oui, peut-être, mais bon, franchement, d'accord, Tom Holland a l'âge, mais c'est pas l'âge qui fait le charme du personnage. C'est juste tout simplement le comment il le joue, c'est tout. Donc oui, moi, Tobey, comme ça, bah ça me va. Je veux dire, il fait un Peter Parker convaincant, surtout que c'est la fin du lycée et le début de sa vie d'adulte, même si sa vie d'adulte, ça sera plus à partir du 2, mais quand même, c'est un rapport à l'enfance. Et Tobey, moi, je trouve qu'il a justement un visage adéquat pour faire Peter. Je comprends votre reproche, mais je trouve ça débile de se plaindre par rapport à ça. Non, parce que dans ces cas-là, autant te plaindre de plein d'acteurs qui ont pris les rôles, hein. Donc, qu'est-ce qu'il y a de positif à dire sur Spider-Man? Eh bien déjà, les personnages. Peter Parker, joué par Tobey Maguire, devient super-héros depuis qu'il a acquis ses nouvelles capacités, ses nouveaux pouvoirs, et il fait de son mieux pour protéger les gens de New York pour éviter qu'il traverse le même drame qu'il a subi. Alors là, je peux pas vraiment vous en dire plus, même si vous connaissez l'histoire, mais concrètement, ça le rend attachant. J'ai même envie de dire, moi qui, à l'époque du collège et du lycée, pareil, je me faisais un peu bolosser parce que je lisais des BD, et bah je vous avoue que j'ai eu une petite part d'identification. Là où Mark Webb, ça a pas réussi parce que j'ai du mal à croire qu'il soit rejeté, et là où celui de Tom Holland, bah c'est un peu pareil, j'arrive pas à m'identifier et j'arrive pas trop à me dire qu'il est rejeté en fait. Surtout qu'il semble très aimé de son club de science par rapport à Flash,
Alors franchement, je comprends pas. Bref, donc le Peter Parker, je le trouve très bien. On a aussi Mary Jane Watson, jouée par Kirsten Dunst. Il est dur à dire son nom. C'est le coup de cœur de Peter, il est amoureux d'elle depuis tout petit, il rêve de lui dire ses sentiments, et elle, c'est une fille attachante. Malgré qu'elle sorte avec le caïd du lycée, l'homme qui se fait respecter parce qu'il est super cool, qui a le gros bras, qui aime martyriser les autres, elle est quand même attachante parce qu'elle cherche à aider Peter, et même quand t'apprends à la connaître, qu'elle veuille devenir actrice, qu'elle ait des ambitions, ça la rend plus touchante. On a aussi Harry Osborn, joué par James Franco, qui est le meilleur ami de Peter depuis le lycée, je pense. C'est un ami qui est toujours là pour l'aider quand il a besoin d'aide, et voilà, ils se soutiennent l'un l'autre, c'est assez intéressant. Puis on peut pas vraiment parler de rivalité amoureuse, parce que Peter est amoureux d'MJ, et lui aussi, mais concrètement, il a pas essayé de faire en sorte que MJ quitte Harry. Mais sinon, Harry, il est intéressant, surtout dans le fait qu'il veuille se faire aimer de son père tel qu'il est, alors que son père lui a toujours dit moi j'aimerais que tu fasses ci parce que c'est la meilleure école, ou ceci, cela. Ça peut se comprendre. Qui ne voudrait pas être aimé de son père? On a aussi May Parker, jouée par Rosemary Harris. Je sais pas si c'est le fait qu'elle soit aussi vieille, sachant qu'elle est aussi vieille dans les comics, mais moi je la trouve adorable. Je veux dire, c'est une mère spirituelle pour Peter, et elle aide toujours Oncle Ben quand il faut. Elle est toujours là pour eux. C'est beau, c'est touchant, c'est vraiment, je pense, le personnage le plus attachant de ce film. En tout cas, mais pour moi, c'est vraiment un exemple, je l'aime beaucoup dans cette version. Ensuite, on a Ben Parker, joué par Cliff Robertson. Qui est l'oncle de Peter, qui fait de son mieux pour l'aider, pour le soutenir, sachant que c'est l'adolescence et que justement, dans la période d'adolescent, il y a quand même des bémols. Mais il fait de son mieux et il est attachant par rapport à ça. Même dans le fait que, oui, il se comporte comme le père de Peter, mais en même temps, il l'a élevé pendant toutes ces années. Il est donc normal qu'il agisse comme son père. Et puis, il essaye de lui inculquer des leçons qui, justement, l'aideront dans la vie et qui fait qu'il ne sera pas dans la même situation que lui. Parce que oui, il a des problèmes d'argent depuis qu'il a perdu son boulot, mais ça peut se comprendre. Et en soi, Ben Parker, encore une fois, très bon guide spirituel, très bon père aussi. Hein, franchement, il s'est occupé de Peter comme il faut. Et surtout, il est touchant, ce personnage. Vraiment. Et enfin, le dernier personnage le plus marquant de la trilogie, et surtout de ce film aussi, John Jonah Jameson, joué par J.K. Simmons. Comment ne pas aimer ce personnage? Il est juste hilarant. Alors oui, il est détestable, mais en fait, J.K. Simmons l'interprète tellement bien, ça en devient hilarant. Puis même dans la personnalité, c'est quelqu'un de rageux qui refuse de voir que Spider-Man est un héros, et plus quelqu'un de mal, comme dans le comics. Mais vraiment, vraiment, je vous jure, ce John Jonah Jameson, excellent. C'est pas un rôle important, c'est un rôle secondaire. Mais chaque fois que vous le voyez dans ces scènes, vous avez envie de rigoler. Vraiment hilarant du début à la fin. Maintenant, on va parler du méchant Norman Osborn, alias le bouffon vert, joué par William Dafoe. Rien que pour ça, ça prouve que c'est le meilleur bouffon vert qu'on ait jamais eu. C'est le gérant d'Oscorp, il fait de son mieux pour s'occuper du laboratoire. Malgré ses soucis de résultats, il a du mal à en obtenir avec le général Stockholm. J'en ai pas parlé de ce personnage parce qu'il n'est pas très important, mais concrètement, Norman essaye de sauver sa boîte avec les expériences qu'il doit faire, c'est pour ça qu'il les fait lui-même. Mais ça se passe mal et ça réveille une deuxième personnalité chez lui, beaucoup plus dangereuse. Un peu comme si le démon qui était en lui s'était réveillé par cette deuxième personnalité qui est le bouffon vert. Et putain, ce méchant est génial. Sincèrement, ce méchant est excellent. Dans le côté démoniaque, dans le côté fourbe, j'adore, vraiment, et encore une fois, William Dafoe pour jouer ce rôle, c'est juste une excellente idée. C'est peut-être d'ailleurs, je pense, mon acteur préféré dans les trois méchants. La mise en scène est excellente, hein, sincèrement, j'ai rien à en dire, elle est vraiment super bien travaillée. Alors comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, il y a pas mal de cuts, mais encore une fois, là, c'est pas gênant. Généralement, les cuts, moi, j'ai du mal quand c'est charcuté, c'est-à-dire quand ça met des cuts partout et que ça prend pas le temps de respirer. Sauf que dans le cas de Spider-Man, bah, ça prend quand même un peu de temps pour respirer. T'as pas des cuts toutes les 3 secondes. Vous voyez, Sam Raimi, il fait quand même quelques plans plus longs. Après, c'est vrai qu'il fait beaucoup de cuts. Mais là, ça reste cohérent et on arrive quand même à suivre. Là où d'autres films, on n'y arrive pas. Mais honnêtement, la mise en scène est géniale. Il y a même des moments horrifiques, venant d'un réalisateur qui a fait des films d'horreur, c'est pas vraiment étonnant. Mais il y a des moments horrifiques géniaux. Vraiment bien travaillé. Même moi, chaque fois que je les revois, bon, ça me fait pas le coup du « haha, t'as eu peur », parce que moi, je suis quelqu'un de très difficile à faire peur. Mais honnêtement, j'aurais été gamin, je reverrais ce film-là, j'aurais eu peut-être les boules dans 2 ou 3 scènes, hein, faut quand même le dire. Le jeu d'acteur, eh bien évidemment, il est excellent, je suis désolé.
Mais tous les acteurs s'investissent. Déjà, J.K. Simmons en John Jonah Jameson, excellent. James Franco en Harry Osborn, il se débrouille. Vraiment, il est bon. Kirsten en Mary Jane Watson, excellente. Elle joue vraiment la Mary Jane Watson que j'apprécie, quoi. Tobey Maguire en Peter Parker, eh ben, il joue très bien. Et la meilleure performance, c'est quand même William Dafoe en Bouffon Vert. Et J.K. Simmons en John Jonah Jameson. Ces deux-là, je trouve que ce sont les deux meilleurs acteurs du film. Et même Bruce Campbell qui fait un petit rôle dans le film, parce qu'il faut savoir qu'il a joué dans la trilogie Evil Dead, en tant que personnage principal. Là, il fait un petit rôle, mais même lui, il est à fond dans le rôle, c'est génial. Moi, je l'ai vu, j'étais en mode, ah purée, c'est vrai que c'est génial. La dichotomie aussi, elle est bien faite. Alors, la dichotomie, pour vous expliquer, c'est l'opposition entre le bien et le mal, à savoir Spider-Man et le Bouffon Vert. Et je la trouve assez bien faite, parce que justement, on a deux êtres qui sont pareils, c'est-à-dire qui ont des capacités exceptionnelles, mais qui ne veulent pas s'en servir pour la même façon. L'un veut s'en servir pour aider les autres, l'autre veut s'en servir pour assouvir les autres. Donc on peut dire que la dichotomie est réussie. Aussi, j'en ai pas parlé là, mais le générique. Oh, le générique. Même encore aujourd'hui, quand je le vois, je trouve que c'est un des meilleurs génériques de films de super-héros que j'ai jamais vu. Peut-être le meilleur, je sais pas, parce qu'avec les X-Men, c'est discutable. Mais honnêtement, ce générique est mythique. Et ça me permet d'aborder un autre point positif, la musique. Danny Elfman a géré toutes les compositions de ce film. À chaque fois, c'est magnifique à écouter, surtout le thème principal. Oh, je suis amoureux du thème principal. Mais même, ça colle à l'image, ça raconte quelque chose. Les musiques sont exceptionnelles. Les combats, bien évidemment, et les moments d'action sont très cool à regarder, hein. Bon, c'est peut-être aussi, je trouve, le Spider-Man le plus dynamique qu'on ait en termes de mise en scène. Avec Amazing, parce que Amazing avait quand même aussi quelques mises en scène assez rythmées. Mais honnêtement, oui, je trouve que l'action est bien faite, les combats en termes de narration sont bien faits aussi, et même en termes de chorégraphie et de mise en scène, donc sur ce point-là, j'ai rien à redire. On a de l'inattendu qui fonctionne, on a des moments d'émotion réussis, alors ça fera pas forcément pleurer tout le monde, mais moi je sais pas pourquoi là, en revoyant ce film, j'ai pleuré devant certaines scènes. Je vais pas vous dire lesquelles parce qu'il faut pas spoiler, mais honnêtement, il y a des scènes, ça m'a vraiment fait pleurer, ça m'a fait bizarre. Bon, en tout cas, si ça marche, c'est le principal, et là, ça marche vraiment. Les effets spéciaux sont d'assez bonne qualité, même s'ils ont mal vieilli, c'est quand même des effets spéciaux bien travaillés pour 2002. Hein. Les costumes sont très bons, l'humour est assez sympathique. Il n'y a pas beaucoup de blagues en fait, c'est un Spider-Man qui se prend plus au sérieux qu'autre chose, mais de l'autre côté, quand il y a des blagues, c'est drôle. Par exemple, le moment où Spider-Man il regarde l'appareil photo avec son masque, il dit « Cheese !» Eh ben ça, vous voyez, c'est une blague qui me fait toujours rigoler. Alors, je précise que pour Stan Lee, à ce moment-là, c'était des petits caméos, ce qui fait qu'on n'a pas des caméos aussi voyants que dans les derniers du MCU, par exemple. Mais là, son caméo, bah il est bien, parce que là, ça montre juste un figurant qui sauve une petite fille. C'est bien, c'est un caméo bien pour Stan Lee. C'est pas son meilleur, mais c'est quand même un bon caméo. L'univers est travaillé, ça donne envie d'en savoir plus. Les décors sont superbes, c'est travaillé aussi. Moi, j'aime tous les décors de son métrage. La relation entre MJ et Peter est intéressante. D'ailleurs, ça me fait venir aussi à l'évolution de Peter, qui passe d'un enfant qui cherche quelles sont les vraies responsabilités à un adulte, ou du moins un début d'adulte, qui comprend ce que c'est que les responsabilités, même quand ça fait mal. L'évolution est excellente. Mais leur relation aussi, entre Mary Jane et Peter Parker, on a une relation qui évolue bien petit à petit, même si je pense que certains ne seront pas d'accord avec le dénouement final de cette relation dans ce film. Mais ça, on en reparlera en partie spoil pour expliquer. On a aussi la tension qui est efficace, hein, j'ai réussi à avoir peur pour certains personnages dans certaines scènes. Et enfin, la voltige. La voltige est géniale, par cette mise en scène, c'est juste magnifique. C'est pas le meilleur Spider-Man avec de la voltige, ça on le verra dans le prochain, mais honnêtement, il est génial en termes de voltige, j'adore. Limite ça m'a donné envie de me balancer avec Spider-Man. J'ai plus rien à dire sur le positif et négatif, mais on va pouvoir parler de la partie spoil. Alors pour la partie spoil, je vais commencer en parlant justement de la conclusion de la relation entre Mary Jane et Peter. En effet, en général, dans les films de super-héros, on est habitué à se dire « Oh, bah là, elle finira avec le gars, le héros, parce que justement, ils seront heureux tous les deux, il pourra la protéger. » Mais là, Spider-Man fait quelque chose que je trouve vraiment exceptionnel. Il refuse la relation parce qu'il sait que ça la mettra en danger si ses ennemis apprennent son identité. C'est magnifique. Je veux dire, c'est la première fois qu'on voit ça dans un film de super-héros. Le héros a l'occasion d'être avec la belle depuis le temps qu'il l'aime, qu'il a envie d'être avec elle. Il a l'occasion... Et là, il se rend compte que s'il le fait, il pourrait signer son arrêt de mort. Franchement, c'est balèze. Et après, encore une fois, c'est un premier film, et ça va avec le fait que
Peter doit apprendre le sens du mot responsabilité. Donc honnêtement, je trouve ça très réussi. Sinon, je voudrais aussi revenir sur la scène culte du film, parce que j'ai remarqué que cette scène, elle ressort beaucoup maintenant. La scène du baiser. Vous savez, le moment où Spider-Man est à l'envers et MJ à l'endroit et ils s'embrassent. Il y en a beaucoup qui disent que c'est une belle scène, mais j'ai remarqué aussi que ça racontait quelque chose. Bon, là, c'est une analyse personnelle, hein, c'est pas une critique ou quoi que ce soit. Mais vous avez remarqué que si MJ est à l'endroit et Spider-Man à l'envers, c'est pas seulement pour faire jolie cette scène, c'est aussi, en termes de mise en scène, pour montrer que justement, Peter et elle ne pourront pas être ensemble parce qu'il est différent. Parce que justement, le statut de héros le rend beaucoup trop vulnérable. Et si, encore une fois, on apprend son identité, eh ben MJ, elle est un peu dans la mouise. Je finirai avec ce dernier critère pour la partie spoil. C'est la première fois que je vois un méchant qui découvre l'identité du héros et qui en profite pour le poignarder là où ça fait mal. Et purée, c'est juste génial de voir ça. Moi en fait, j'aime bien l'affrontement méchant-gentil. Mais le problème c'est que t'es habitué et tu te dis ouais mais le méchant il pourrait quand même avoir un petit avantage ou quoi que ce soit. Bouffon vert, je connais l'identité de Spider-Man à cause d'un détail qu'il a négligé. Et même Peter il s'en doutait en plus, hein. Mais lui il n'était pas sûr. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque Tante May le soir. Génial, génial, franchement. Et c'est aussi pour ça que je pense que le Bouffon Vert est un excellent méchant. Parce que justement, il est intelligent. Bon après, je sais que je fais une fixation sur le méchant parce que j'adore le Bouffon Vert. Après, j'en ai pas parlé. Mais je peux comprendre le fait qu'on reproche qu'ils aient des costumes un peu kitsch. Enfin, surtout le Bouffon Vert. Ça fait costume de Power Rangers. Mais encore une fois, c'est pas obligé de ressembler totalement aux comics. Je veux dire, moi je suis quelqu'un qui, personnellement, accepte une vision différente, même si c'est un costume différent, un design différent, du moment que c'est pas trop une trahison. C'est aussi pour ça que je ne gueule pas sur Electro dans Amazing 2, parce que concrètement, physiquement, il est pas pareil. Mais à part ça, c'est un bon méchant. Il est bien développé par rapport à sa solitude, tout ça. Et bah le Bouffon Vert c'est un peu pareil. Je veux dire, oui il a pas le costume du comics, parce que le Bouffon Vert dans le comics c'est vraiment un bouffon, si je peux dire. Il est vraiment habillé comme un bouffon avec la teinte verte. Mais honnêtement ça me dérange pas que ça soit devenu un costume de Power Rangers. J'ai même envie de dire, ça passe mieux en live. Vous imaginez un Bouffon Vert en créature de synthèse comme dans le comics, mais en film? Je suis pas sûr que ça passerait. Remarque avec les effets spéciaux d'aujourd'hui c'est pas impossible. Bref, voilà, j'ai fait le tour sur Spider-Man. Alors, conclusion de ce film, honnêtement, si vous aimez Spider-Man et que vous n'êtes pas allergique aux changements par rapport aux comics, regardez-le. Et si c'est déjà fait et que vous adorez ce film, continuez. Je veux dire, ce film, pour moi, c'est un des films qu'il faut à tout prix avoir dans sa collection, surtout quand t'es fan de Spider-Man. Après, c'est que mon avis, hein. Je ne dis pas que vous ne devez pas avoir les autres Spider-Man. Vous faites ce que vous voulez. Mais moi, en tout cas, c'est un film Spider-Man que j'adore. Et j'ai vraiment hâte de voir les suites maintenant, de les revoir, surtout le 2. Il me semble que le 2 c'est mon préféré de mon souvenir. Après il y en a qui vont dire que j'ai pas parlé d'autres points négatifs, mais honnêtement, si c'est des détails par rapport aux comics, ou le dire parce que c'est kitsch ou quoi que ce soit, j'en vois pas la peine. Et puis surtout je rappelle que c'est sorti en 2001. Mais donnez-moi votre avis aussi sur ce Spider-Man en commentaire, ça m'intéresse. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!